Bonjour Dominique. Bonjour. Alors moi je te connais très bien puisque tu as été mon enseignant dans le cadre de la certification de coach et j'aimerais que tu puisses expliquer qui tu es à ceux qui te regardent. Alors, qui je suis, c'est une grande question, mais c'est en fait souvent une question qui traverse tout le parcours d'accompagné en tant que coaché. Donc là, on me la pose en tant que coach. Puis j'ai tout un parcours sur lequel on va peut-être revenir, à la fois de vie, enfin toute une histoire de vie et puis de formation, qui fait qu'aujourd'hui, je suis formateur de coach, parce que j'ai créé une école en 2008, et en même temps, je suis coach, bien sûr, superviseur de coach, mais toujours aussi intervenant dans les situations de crise, conflit en entreprise, et donc aussi ce qu'on appelle aujourd'hui coach d'équipe. Voilà. Coach d'équipe, et aujourd'hui on parle aussi coach d'organisation, qui est en fait un relooking de ce qu'on appelait avant l'intervention psychosociologique. Et pour qui s'adresse ce film ? À qui Alors moi j'ai envie de ce film dans une perspective de transmission, puisqu'en fait c'est quand même ça qui est... Quand on va voir un peu après ma vie professionnelle, elle est centrée sur l'idée de la transmission. Et donc l'idée de la transmission, peut-être d'abord évidemment à mon fils, voilà, parce que moi j'aurais aimé avoir ça un document de mon père. Il se trouve que je ne suis pas porté sur l'écriture, on verra par la suite, et donc je n'avais pas envie d'écrire mon autobiographie, et donc la forme filmée me convient, voilà. Et puis ensuite, à tous les stagiaires que j'ai eus, que je forme ou que je formerai par la suite. Enfin, voilà. Donc, c'est l'idée de transmettre pour qu'on comprenne d'où vient une compétence, comment elle se construit, d'où viennent comment se font les choix de vie, mais aussi les choix intellectuels. Voilà. Donc, c'est l'idée qu'on comprenne que toute la dimension de l'historicité d'un sujet. Et donc aujourd'hui, on va aborder ton histoire de vie à travers un des outils que tu as co-créé avec Muriel Moulinier, qui s'appelle le schéma sociobiographique. Est-ce que tu peux en faire la genèse rapidement ? Qu'est-ce que le schéma sociobiographique et en quoi ça peut aider les thérapeutes avec leurs accompagnants ? Alors le schéma sociobiographique, d'ailleurs, il m'a aidé à préparer un peu cet entretien. En fait, c'est un support graphique que j'ai créé en 2008 avec Muriel Moulinier, qui avait été, elle, formée par tout le courant de la sociologie clinique et qui apportait donc tout un travail sur l'histoire du sujet à travers des supports, mais qui étaient séparés. Et donc l'idée de ce schéma qu'on a eu, c'était de relier les différents supports en un seul schéma. Et donc c'est un schéma qui est un support d'expression et qui commence par les grands-parents. Donc on parle des grands-parents, grands-parents paternels, grands-parents maternels. On a donc deux bulles, on pourrait dire l'une au-dessus de l'autre, qui se rejoignent dans une qui est la bulle des parents. Voilà, donc on va parler des parents. Qui est le père, qui est la mère, quel était le projet, s'il y en avait qui ont été formulés par rapport aux enfants, ou en tous les cas par rapport à moi, s'il y en a eu un. Voilà. Et puis après, donc on arrive à ma naissance, en 1947, l'après-guerre, dans ce schéma. Et puis après, de ce schéma, il se déroule en trois axes. L'axe de la vie personnelle, l'axe de la vie en formation et l'axe de la vie professionnelle. D'accord. L'objectif étant justement de suivre, enfin d'avoir ce support réflexif, puisque c'est une démarche réflexive, mais en s'intéressant particulièrement, c'est pas raconter son histoire, c'est s'intéresser particulièrement évidemment aux personnages importants, aux figures parentales, parce que il se trouve que là c'est mes parents, mais ça aurait pu être d'autres. Enfin, il n'y a pas que mes parents, il va y avoir des enseignants, des accompagnants, etc. Et c'est ça, mais c'est surtout s'intéresser à l'histoire du point de vue des moments, c'est-à-dire quels sont les moments importants. Donc en fait, mon idée de ce film, c'était ça aussi, c'est quels sont les moments de la vie importants et quelles sont les situations significatives qui fait que on a une trajectoire singulière. Voilà. Et donc le fait d'avoir ce schéma, ça permet
On a des lignes, des traits, on met des croix, voilà. Mais on va s'intéresser particulièrement, et c'est ça la spécificité de cette approche, c'est au moment de crise, conflit, dérangement. C'est-à-dire tout ce qui vient déranger le cours des choses, que ce soit d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. Bon, évidemment, par exemple, un décès, c'est un dérangement qui peut être extrêmement négatif ou douloureux, ou avoir des effets, comme on va le voir d'ailleurs, très perturbants pour les membres de la famille. Mais aussi, les moments de crise, ce sont des moments qui peuvent être des moments heureux, des moments de réussite de son permis de conduire, de réussite du bac, parce que ce sont des moments, crise, ça veut dire c'est des moments où il va s'opérer un changement. À travers la résilience. Voilà, l'avant, l'après, ce qui se passe. Mai 68, c'est un moment de crise qui va comporter des aspects négatifs, mais en même temps extrêmement positifs. Voilà. Et voir jusqu'à quel point, finalement, nos parents, nos arrière-grands-parents peuvent nous impacter, en tout cas dans la construction de nous sur le plan personnel et professionnel, notamment à nos débuts de vie. Oui, on ne naît pas de rien. Voilà, on ne naît pas de rien, on a une histoire, on est inscrit dans l'histoire, que ce soit l'histoire individuelle, familiale, que ce soit l'histoire sociale. Le fait que moi je naisse après-guerre, c'est un élément important parce que mon frère qui naît pendant la guerre n'a pas eu la même, je dirais, sécurité psychique que moi j'ai eu avec cette période où la guerre était finie, c'était les débuts des 30 Glorieuses. Il y avait à cette époque-là une certitude que l'avenir serait meilleur, qu'on allait vers la paix, que l'avenir serait meilleur et que la technologie, on verra après aussi les conséquences, mais que la technologie, la modernité, voilà, allait aider à vivre. On verra après qu'en fait c'était une idéologie, mais c'était cette idée-là. C'est quand même le début, effectivement, des réfrigérateurs, des machines à laver, des fers à repasser, des télévisions, enfin, même si mes parents n'auront pas la télévision. On va voir ton schéma sociobiographique en plusieurs épisodes. La première partie, on va s'intéresser donc à ta généalogie, tes grands-parents, paternels, maternels. Ensuite, ton enfance, on va aller jusqu'à la fin de tes études supérieures. Est-ce que donc tu peux nous exposer un petit peu la genèse de tes antécédents familiaux? Oui, c'est ce que Sartre appelle notre préhistoire. Donc ma préhistoire, on va pas partir dans la psychogénéalogie, on va rester au niveau des grands-parents, voilà, on va pas remonter les générations. Donc mes grands-parents, il y a deux sous-ensembles. Donc il y a les grands-parents paternels, grands-parents maternels qui ont toujours été là, présents, je pourrais dire même omniprésents dans l'enfance. Donc je vais commencer par les grands-parents maternels, donc grand-père pharmacien, qui avait la réputation d'être un peu un fêtard, mais qui a fait ses études de pharmacie et qui s'est distingué pendant la guerre 14-18 pour participant à les opérations sur le front, etc. Donc il a eu la Légion d'honneur militaire, donc ça fait partie un peu comme ça d'une référence de courage, voilà. Grand-père pharmacien, qui a eu une vie de pharmacien. Voilà. Mais ce qui caractérisait, c'était que lui, et je pense que c'est pas anodin par rapport à ma trajectoire après, c'est qu'il aimait acheter des pharmacies qui périclitaires, et les redresser. Et à chaque fois, il réussissait, bien sûr, la pharmacie marchait très bien, et du coup, ça ne l'intéressait pas. Il vendait la pharmacie et il allait acheter une pharmacie ailleurs. Voilà, il a changé de pharmacie plusieurs fois pour terminer dans une pharmacie à Paris, qui a été sa dernière pharmacie. Mais c'est vraiment ce récit d'un grand-père qui passe sa vie à redresser des pharmacies, et parce que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est de partir de quelque chose qui ne marche pas et d'en faire quelque chose qui marche très bien. Et cela, ça ne l'intéresse plus. Donc voilà. Et ça, je pense, c'est un modèle d'une certaine manière d'entrepreneur, d'entreprise. Hein. Voilà. Et donc, une grand-mère qui ne travaillait pas, les deux grand-mères d'ailleurs n'ont pas travaillé, que ce soit
voilà, travaillaient pas. Et après, alors, ce qui va caractériser, c'est quand même une atmosphère conflictuelle entre eux qui se répercutera dans ma famille, puisqu'ils viendront alternativement, pendant mon enfance, se plaindre l'un de l'autre. Et ils auraient eu besoin d'une médiation, ils auraient eu besoin d'un accompagnement, puisque c'était une époque où dans ce contexte d'une bourgeoisie aisée, religieuse, catholique, etc., on ne divorce pas. On ne divorce pas, donc ils auraient eu besoin d'accompagnement et de médiation. Je pense que la conflictualité, en fait, en y réfléchissant, la conflictualité, elle a été présente dans ma vie d'enfant par leur conflictualité permanente entre eux, qui se répercutait, dont ils venaient se plaindre chez ma mère. Voilà. Alors du côté des grands-parents paternels, là c'est différent. On a un grand-père autodidacte, en fait, qui est issu d'une famille pas très aisée. Je crois qu'il tenait un hôtel, je ne sais pas s'il y avait restaurant, je crois que c'était plutôt hôtel, petit hôtel, enfin voilà. Et lui, il a l'idée à 16 ans, alors peut-être lié à l'hôtellerie, d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. Donc il y avait quand même suffisamment de moyens pour ça, mais je pense qu'il va chez des gens, enfin c'est pas... En tous les cas, il revient, il parle anglais, et il prend un travail de bas d'échelle dans un très grand hôtel parisien sur la place de la Concorde, voilà. Et au niveau groom, enfin bon bref. Mais il se trouve qu'il y a un client très riche qui est un entrepreneur importateur de charbon qui a besoin d'un chauffeur assistant qui parle anglais, enfin, etc. Et donc il s'adresse à l'hôtel, on y trouve quelqu'un, et donc il propose mon grand-père. Et donc il va devenir chauffeur assistant. Et c'est le début d'une carrière. Après, il va donc sans doute apprendre la pratique de l'importation du charbon en vivant à côté de cet homme, et il va se mettre à son compte et il va construire sa fortune en tant qu'importateur de charbon en France, puisque le charbon c'était l'énergie de l'époque. Voilà. Et donc lui, il va devenir aisé, on pourrait dire riche, sans être milliardaire, hein. Riche, il va se faire construire un immeuble à Neuilly. Ben, au début, il voulait un hôtel particulier à Neuilly, et l'architecte lui dit pourquoi pas faire un immeuble et vous aurez votre hôtel particulier aux 2 étages au-dessus, et puis comme ça vous aurez des loyers, enfin, etc. Et donc ça va devenir l'immeuble de la famille, c'est-à-dire qu'il va y loger ses 2 enfants, ses 2 fils, voilà, qui vont. Donc moi je vais par la suite, on va y revenir, mais naître dans cet immeuble, parce que je nais dans la chambre de mes parents à l'époque, et donc après toute mon enfance se passerait dans cet environnement familial, avec d'un côté les grands-parents maternels qui habitent à quelques rues à côté d'Ennui, et d'un autre côté les grands-parents paternels qui sont au sommet de l'immeuble et qui régentent, on pourrait dire, la vie de cet immeuble. Voilà. Alors, ce qui va caractériser quand même ces 2 familles, c'est, je l'ai dit, la religion, la conformité, un gros souci de conformité. Il faut savoir se tenir sa place, tenir son rang. Par exemple, en Sologne, quand on allait à la messe en Sologne, on avait le banc. La famille avait son banc, voilà, le banc de la famille. Donc voilà des petits symboles comme ça, quoi. Tenir, et puis le poids de la religion, la conformité, réussir dans la conformité. D'accord. Mais en même temps, 2 modèles. Alors, je n'ai pas parlé de ma grand-mère paternelle qui ne travaillait pas, qui avait une vie qui était porteuse beaucoup de jugements, d'évaluations. Voilà, il fallait réussir. Et surtout donc avait une vie un peu dilettante, parce qu'en fait sa sœur vivait avec eux, et c'est sa sœur qui s'occupait plutôt des enfants. Ok, et ensuite il y a eu la rencontre donc de tes parents.
Alors mes parents donc se rencontrent puisque mon grand-père paternel, dans le cadre de sa réussite, va chasser en Sologne. Voilà, ça fait partie un peu des choses de l'époque. Et mon grand-père maternel, lui, chasseur aussi. Donc ils sont mis en relation. Mon grand-père paternel est invité à la chasse en Sologne et donc les enfants se rencontrent. Et tout de suite, mon père donc, tombe amoureux de ma mère et va lui faire une cour intensive. Ils sont assez jeunes, hein, ils ont 19 ans, 18-19 ans, donc ils vont se marier assez jeunes, puisqu'il n'y a pas de relation avant le mariage. Voilà, ils vont se marier assez jeunes et puis faire un enfant. Voilà. Et donc faire mon grand frère. Voilà. Donc, et on est pendant la guerre. Hein, on est pendant la guerre là. Et alors, ce qui va caractériser mon père, c'est que lui, il a une enfance, on pourrait dire, un peu protégée, évidemment, au départ. Il fait du cheval, enfin, etc. Et il part en Angleterre pour apprendre l'anglais, lui aussi, un peu dans la continuité. Il réussit ses études. Il fait ses études à Sainte-Croix-de-Neuilly, enfin voilà, dans les trucs catholiques, mais très très bon niveau, quoi. Et ça se passe bien, sauf que, bon, il attrape la polio. Et là, patatras, sa vie est bouleversée parce qu'il a toute une partie du corps qui est attaquée. Et il va passer, pour moi, là, il y a un exemple de résilience par rapport à un handicap, puisqu'il va travailler énormément pour réussir quand même à avoir une vie, à marcher, se déplacer, au début avec des cannes, etc. Puis après en boitant un peu, mais enfin, il va avoir une vie presque normale. Je dirais la seule chose où son handicap a été très pénalisant, c'est qu'il adorait faire de la voile et il aurait aimé avoir un bateau à voile à cabine, enfin un bateau sur lequel on a besoin de se déplacer debout, etc. En fait, il ne pouvait pas, donc il a eu des bateaux à voile, des dériveurs. Voilà, on pourrait dire que la limite de son handicap, elle a été là. Sinon, il a eu une vie active, on pourrait dire, extrêmement active. Extrêmement active. Voilà. Et ta maman alors, peut-être terminer sur mon père quand même, qui donc lui avait fait des études, donc malgré ce handicap, donc il se rétablit, continue ses études, il fait des études de droit, et il voulait devenir, il travaille chez un notaire, clerc de notaire, l'idée c'était qu'il devienne notaire. À cette époque-là, donc, c'est là où il va se marier avec ma mère, et l'histoire familiale dit que mon grand-père ne voulait pas lui contribuer à acheter une étude de notaire. Et donc, il saisit l'opportunité de créer une entreprise en rencontrant quelqu'un, par l'intermédiaire d'ailleurs du père de ma mère, qui avait élaboré un brevet de traitement des métaux, enfin, etc. Voilà. Et donc, il y a l'idée de créer une entreprise. Voilà. Donc, il va créer son entreprise. Et après, peut-être on y reviendra, mais ça va être... C'est un modèle quand même d'entrepreneur, de courage, parce que son entreprise va se développer. Il va énormément, avec des endroits de France différents, des ateliers. Il va tout le temps être en déplacement, voiture, etc. Voilà. Beaucoup de courage. Alors, ma mère, elle faisait ses études, elle a eu dans un milieu donc, bourgeois, catholique, tranquille. Ils avaient un hôtel particulier à Saint-Cloud, ses parents à cette époque-là, avant d'habiter Neuilly. Bon, un milieu aisé. La chance qu'elle a eue d'ailleurs, c'est de faire une classe de philo avec Paul Hitzer, qui était donc un intellectuel marxiste qui a été fusillé par les Allemands, mais qui a fait partie de tout un mouvement intellectuel extrêmement important avant-guerre. Hein. Donc ça l'a éveillé à la philosophie. Et il y a une philosophie, même si elle est une philosophie critique, tout en étant toujours évidemment catholique, etc. Hein. Mais voilà, je pense que ça a été quand même un éveil
après, donc elle essaye de faire, enfin elle fait des études de pharmacie, tout en travaillant d'ailleurs dans la pharmacie de son père. Mais elle a des difficultés, elle échoue à une année, plutôt que de s'accrocher, arrive mariage, enfant, voilà. Et donc là, elle va renoncer, et ça c'est quelque chose qu'elle regrettera toute sa vie. Elle va renoncer à être pharmacienne, et elle va se consacrer à élever ses enfants, et pour elle, le sens de sa vie va être autour des enfants. Ma mère, c'était quelqu'un hyper sensible, hyper affectueuse, hyper émotive, voilà, donc qui a passé sa vie autour de ses enfants, avec les épreuves qu'elle va rencontrer par la suite. Et ensuite, donc, tes parents se rencontrent, il y a ton grand frère qui naît, et toi, tu arrives... Moi, j'arrive 3 ans après. En 1947, après-guerre. Voilà, l'après-guerre, 1947. Les premières années, je pense, évidemment je ne m'en souviens pas, sont des années, je pense, heureuses, très heureuses, jusqu'au moment où il se trouve que ma marraine était la meilleure amie de ma mère, et donc ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ma marraine va beaucoup investir sur moi. D'une certaine manière, je pense que ma mère, inconsciemment, lui donnait accès à son deuxième enfant, enfin voilà. Voilà. Et donc ma marraine qui habitait Cannes, qui était partie habiter dans le sud, parce qu'elle était avec son mari, ils étaient vraiment tournés vers tout ce qui était nature, soleil, vie, et aller sur la Côte d'Azur à cette époque-là, c'était totalement novateur, quoi. Voilà. Et donc elle habitait Cannes, et donc je pars à Cannes, j'ai à peu près 3 ans et demi, et là, patatrac, je vais avoir une attaque, enfin une primo-infection, un début de tuberculose. Et là, donc, rapatrié, médecin, soins. Ma mère est très centrée sur moi, d'ailleurs elle part vivre avec moi à la campagne, en Sologne, puisque d'un côté des grands-parents paternels, il y avait une maison au bord de la mer, à Jullouville, près de Granville, et d'un autre côté, des grands-parents maternels, une maison à Jullouville, et du côté paternel, il y avait la maison en Sologne. Donc elle part vivre en Sologne, qui était relativement plus près de Paris que d'aller en Normandie pour que mon père puisse venir le week-end, etc. Et donc là, je vis avec elle en Sologne, donc c'est certainement très fusionnel avec elle. Sauf que donc je me rétablis de cette primo-infection. Enfin, je suis en rétablissement, sauf que arrive le fait que ma mère est enceinte, à nouveau, 3e enfant, ma sœur. Et donc là, ma mère considère que d'abord il faut qu'elle revienne à Paris, peut-être pour des raisons médicales, je ne sais pas, enfin en tous les cas, elle ne peut pas s'occuper, elle ne peut pas rester à la campagne pour s'occuper de moi. Et donc, puisqu'il faut que je reste au bon air, entre guillemets, on m'expédie à Villard-de-Lans, c'est-à-dire près de Grenoble. Et là, ça va être terrible pour moi, parce que je pense qu'il n'y a pas eu les mots suffisamment... C'est un home d'enfants. Un home d'enfants, c'est-à-dire une maison dans laquelle on mettait des enfants pour qu'ils reprennent de la santé, enfin voilà. Centre de santé pour enfants. Centre de santé, on pourrait dire de poste de cure, enfin de rétablissement, par le bon air. Et donc là, pour moi, ça va être vraiment une catastrophe terrible, parce que je vis vraiment ce que j'appelle maintenant un épisode de sidération, c'est-à-dire d'absence de possibilité de penser à ce qui m'arrive, sentiment d'être totalement abandonné, ce qu'on appellerait une abandonnite, hein, voilà. Et je vais avoir des difficultés, j'ai des souvenirs atroces de sieste, d'ennui profond, enfin je pense de dépression. Je pense que je vais faire une dépression. Personne ne s'en rend compte. Je pense que je vais faire une dépression. Et quand je reviens 3-4 mois après, je ne parle plus et je mange pas et je parle plus. Voilà. Bon. Donc là, je crois que mes parents ne savaient pas quoi faire. C'est à l'époque on n'est pas dans une époque, ou du moins dans une famille, où on sait qu'il y a la psychologie, la psychothérapie, etc. Il y a la médecine. Et donc,
Donc je vais être mis en traitement, observation par des médecins, voilà, je suis médecin. Et en parallèle, donc, j'intègre la scolarité, évidemment, voilà. Et en école privée, école dans laquelle réussissait mon frère aîné, toujours premier de classe, et moi, compte tenu à la fois de ce que j'ai vécu, alors, il se trouve qu'après la naissance de ma sœur, 9 mois après ou 1 an après, quatrième enfant. Quatrième enfant qui va décéder 1 an après. Donc, dans le même temps où j'essaie sans doute de me rétablir de toutes ces perturbations et où j'ai une scolarité perturbée et qui se voit pas parce que c'est des écoles privées où on peut quand même passer, enfin on passe d'une classe à l'autre. Et donc, dans le contexte où mon frère aîné réussit, voilà, moi je vais me caractériser par l'échec. Je vais être toujours en échec, sauf dans quelques matières, genre histoire géo, des trucs comme ça. Voilà. C'est un moyen aussi pour toi, inconscient, d'attirer l'attention. Oui, je pense que c'est un moyen de distinction. Ouais. Oui, quand il y en a un qui réussit dans la fratrie, on voit souvent que le deuxième va se mettre en échec pour voir si on l'aime vraiment, si on quand avec même, une maman en deuil en plus. Voilà, si on s'occupe d'elle. Sauf que ma mère est en deuil, donc à la fois elle ne va pas me lâcher, bien sûr, mais en même temps elle est préoccupée et moi je vais éponger sa préoccupation. Donc ayant un esprit préoccupé, je ne peux pas acquérir les bases de la scolarité. Voilà. Et elle vivait son deuil, enfin elle est jamais sortie de son deuil. On peut dire que toute sa vie, elle était en deuil, elle n'a jamais fait de travail sur elle, jamais pensé d'ailleurs. Bon, et donc moi je vais avoir vraiment un problème d'intégration après cette école privée qui s'arrêtait à la 6e, il fallait rentrer en 5e. Bon, 5e c'était vraiment... Et là je ne peux pas rentrer dans le système scolaire. Voilà. Aucune structure ne peut m'accueillir compte tenu du fait que je ne savais rien. Et donc là, ça va être un début d'interrogation. Est-ce que cet enfant est débile ou pas? Donc, ça va être d'abord le QI. On va s'apercevoir que j'ai un très bon QI, donc ce n'est pas un problème d'intelligence. Il est intelligent, donc, et c'est là où il y a quand même du soutien parental médical, c'est-à-dire que les médecins vont conseiller d'abord, ce sera deux dames qui me prennent dans leur appartement dans le 5e, mais ça va être aussi l'expérience de l'indépendance, c'est-à-dire très jeune, je prends le métro, je quitte Neuilly, je prends le métro, je vais au quartier latin, chez ces dames, enfin voilà, je reviens, et là j'apprends les bases. J'apprends les bases du français, de la conjugaison, les multiplications, les mathématiques, tout ça. Et après, donc, je peux intégrer une école spécialisée dans le courant de l'année qui va, où je vais, donc là je vais avoir un peu un retard scolaire parce que je vais passer en école spécialisée où c'est des psychologues, mais je ne sais pas trop ce que c'est des psychologues à cette époque-là. Donc, mais qui enseignaient les maths, qui faisaient la classe, mais en tant que psychologue, c'est-à-dire qui savaient comment s'adresser à nous. Donc ce sont les premières fois de ta vie où tu as été accompagné? Oui, là je suis vraiment accompagné, puis c'est des écoles où on fait aussi de la poterie, enfin où il n'y a pas que... Voilà, il y a toute une réflexion autour de la pédagogie, etc. Et donc là, ça va me permettre de réintégrer après cette école-là, de réintégrer des écoles privées, parce que je ne peux pas rentrer dans le système scolaire étatique, je n'ai pas le niveau, mais il y a des écoles privées quand même, ce qu'on appelait les boîtes à bachot, voilà, d'écoles privées et d'école en école, parce que au bout d'un moment on dit mais ce serait quand même peut-être mieux qu'ils changent d'école. Donc je vais quand même réussir à sauter de classe en classe jusqu'au bac. Et là, le bac, ça va être, je suis dans une école privée et deviens le meilleur de la classe en philo. Voilà. Et là, pour moi, c'est le déclic, c'est-à-dire c'est la révélation, parce que je vais découvrir la philosophie comme discipline de processus de réflexion sur la vie, les émotions, les sentiments. Il y a un ami de la famille aussi qui a été emblématique oui. pour toi et qui s'est intéressé à oui. toi et
qui t'a donné peut-être cette impulsion de te poser toutes ces questions? Oui. Cet ami de la famille, merci de le rappeler parce qu'il est très important, puisqu'il est au début, c'est un ami qui s'intéresse plutôt à mon frère, donc qui est en contact avec mon frère, et très vite, il va plutôt s'intéresser à moi. Il avait fait, lui, des études de psycho. Il habitait en Belgique, mais il venait en France, enfin bref, il s'intéresse à moi. Je pense que ça l'intéressait, je l'intéressais, donc il va me valoriser, me donner confiance, me dire que je suis intelligent, que je peux réussir, etc. Ça devient aussi un confident, je veux dire un coach en fait, hein. Même si ça n'était pas formalisé, mais j'ai un accompagnement, j'ai quelqu'un à qui je peux dire tout ce que je vis, les difficultés que je vis, etc. Les difficultés relationnelles, amoureuses, etc. Parce que j'ai une vie sentimentale très très jeune. Très très jeune. Je commence à avoir une vie sentimentale, affective, sexuelle dès l'école, parce que je suis encore à l'école, dès la 5e, 4e. Voilà. J'ai une relation avec une femme mariée, etc. Bon, voilà. Donc des trucs qui sont complètement en dehors de mon âge. Complètement en dehors de mon âge. Et que je ne peux pas partager, évidemment, avec ma famille, etc. Donc il y a cette figure, et à 18 ans, tu décides donc de passer ton permis et d'entreprendre. Oui, alors tout de suite, évidemment, pour moi, la mobilité, j'avais la mobilité familiale avec les week-ends en Sologne, etc. Mais la mobilité, être mobile, être indépendant, avoir ma voiture, pouvoir conduire une voiture, tout de suite, c'était le permis de conduire, je le prépare avant et dès l'âge de 18 ans, paf, je le passe. Donc première réussite, c'est important, premier diplôme. Et puis après, tout de suite après, c'est l'année du bac. Voilà, et l'année du bac, heureusement, j'ai réussi à avoir le bac. Et à cette époque-là, tu savais déjà vers quoi tu voulais t'orienter après le post-bac? Pas du tout. Donc à cette époque-là, donc moi j'habite Neuilly chez mes parents. Je sais absolument pas ce que je veux faire et tout, sauf que bon, il se trouve que par sectorisation, c'était la fac de Nanterre qui se créait à ce moment-là. C'était le début de la fac de Nanterre, dans un chantier bidonville, enfin, un univers assez différent du mien. Mais tout de suite, ça m'enthousiaste et je me dis, dans ma famille, on était soit notaire, soit avocat, soit médecin, soit pharmacien, voilà. Bon. Je ne savais même pas qu'on pouvait être éducateur, je sais pas quoi, enfin, ou alors on pouvait être curé aussi. Bon, mais curé, j'avais déjà compris que la religion, c'était pas mon truc. Alors que mon frère aîné, lui, était dans l'axe religion, etc. Donc tu arrives à Nanterre. Donc j'arrive à Nanterre et là je me dis, enfin du moins je m'inscris à Nanterre, je me dis quoi faire. Compte tenu de mon milieu familial, il y a droit, sciences éco. Je me dis droit, mais sciences éco, mon père, les entreprendre, sciences éco, l'économie, ça. Donc je m'inscris en droit, sciences éco. Et là je vais me rendre compte que ça ne va pas du tout, que le droit m'intéresse beaucoup mais que je ne peux pas apprendre par cœur. Et que j'aimais beaucoup le droit civil, le droit constitutionnel, etc. Et donc, en fait, c'est quand même, ce qui est intéressant là, c'est que ça me fait découvrir l'importance de l'histoire. C'est-à-dire comment les êtres humains se sont organisés pour vivre ensemble. Voilà, avec la royauté, les révolutions, les constitutions, les trahisons, enfin, etc. Enfin, je veux dire, je rentre dans l'histoire par le droit constitutionnel. Voilà. Donc ça, c'est important. Dans le même temps, j'avais découvert donc en philo Sartre, parce que ce qui m'intéressait, c'est Sartre. Ce qui m'a vraiment la révélation, ça a été quand même cette dualité entre déterminisme et liberté, enfin déterminisme, liberté, responsabilité. C'est-à-dire l'être humain est déterminé par son milieu, hein, mais il a la liberté et la responsabilité de faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. C'est la fameuse phrase de Sartre qui dit ce qui est important, c'est pas tant ce que l'on a fait de moi, c'est ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. Donc pour moi là c'est une clé, c'est-à-dire c'est une clé de sortir de cet univers familial.
qui est tracé. L'univers familial, c'est tracé, c'était la famille, le mariage, le travail, etc. Bon, moi, c'est pas mon truc. Là. Tu voulais sortir de ce cadre-là. Ça a été... Ben là, il y a une ouverture. Et alors, la deuxième ouverture vient du mode de vie de Sartre, que j'idéalise complètement. C'est-à-dire, c'est un homme, un intellectuel de renommée internationale, qui vit avec une compagne, voilà, qui n'est pas mariée, qui vit avec une compagne, donc on peut vivre autrement. On peut vivre autrement. Et puis après, le vivre autrement, je le découvre aussi par d'autres figures de référence, avec Aragon et sa compagne, un grand poète qui vit avec sa compagne Elsa Triolet, et qui considère qu'avoir une... Enfin, du moins tel que pour moi, d'ailleurs ça va être mon mode de vie jusqu'à très très longtemps, parce que je me suis marié très tard, mais avoir une compagne, c'est au-dessus d'avoir une femme. Voilà. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin je veux dire, maintenant je ne suis plus dans ça. Enfin, bon. Donc c'est un autre mode de vie. D'accord. Et donc tu as entrepris cette première année de sociologie à la suite de tes études de droit, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et pendant cette année de sociologie? Alors, première année de sociologie, donc je m'inscris en socio à Nanterre, pour moi c'est la chance de ma vie, quoi. D'être amené à m'inscrire en socio en 67, donc de connaître la vie à Nanterre 67-68. Donc d'avoir eu à la fois des enseignants prestigieux, parce que pourquoi je fais socio? Parce que j'entends, quand je suis en train de me perdre dans droit sciences éco, j'écoute. Je vais au cours d'Henri Lefebvre. Qui est Henri Lefebvre? C'est un grand penseur, philosophe marxiste qui pense le début, qui à l'époque enseigne et pense le début des clés de compréhension de la modernité. C'est-à-dire qui analyse comment l'époque est en train de changer, comment la société est en train de changer, comment le capitalisme qui s'était nourri du colonialisme réalise que le colonialisme finissant, il faut réinvestir sur le pays, et donc comment le capitalisme va transformer tous les citoyens en consommateurs, c'est-à-dire comment il va réussir à produire des richesses et à faire consommer ces richesses en intérieur. Il ne peut plus conquérir des territoires, exporter ses marchandises et piller les matières premières. Donc il faut qu'il se recentre sur le marché français et qu'il crée les consommateurs. Et donc cet homme-là enseigne ce qui deviendra dans ses livres après, ce qu'il appellera la critique de la vie quotidienne, c'est-à-dire il développe une analyse critique qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer chez nous, c'est-à-dire comment il y a une production idéologique qui transforme la société et les êtres humains en consommateurs et qui va amener les êtres humains, tels que nous sommes aujourd'hui, à considérer que la satisfaction n'est plus dans l'idéalisation d'une œuvre, mais dans la consommation. Et que le but de la vie, c'est la richesse, la consommation, l'accumulation des biens qui deviennent indispensables à nos vies. Comment on est transformé en consommateur. Voilà. Donc ça va être très important pour moi. Et mai 68 fait irruption, enfin mai 68, la conflictualité fait irruption dans ma vie étudiante, puisque Nanterre devient un terrain d'affrontement entre des étudiants qui soutiennent le Vietnam et qui veulent me projeter des films sur la guerre du Vietnam, et des étudiants fascistes qui veulent empêcher cette projection. Donc de la conflictualité fait irruption, là, elle était déjà dans ma vie familiale, avec les grands-parents, etc., enfin, entre eux, les grands-parents maternels, mais là, elle fait irruption dans ma vie d'étudiant, elle prend une dimension sociale, et du coup, elle se relie aussi, puisque moi je m'intéressais au social historique, c'est-à-dire à la révolution bolchevique, voilà, la naissance d'une autre société possible. Donc, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient révolutionner la vie étudiante, avec des bagarres, avec le fait que des étudiants dont je suis, mais parce que moi je suis toujours curieux de ce qui se passe, quoi.
Donc je suis pas militant actif. C'est pas moi qui vais envahir la tour de l'administration de Nanterre. Mais tu es observateur. Mais le jour de l'envahissement, j'y suis. Enfin, je veux dire quelques heures après, j'y suis, quoi. Voilà. En fait, à cette époque, tu observes les différents groupes. Les différents groupes, et je m'intéresse à tous les courants qu'il y a dans la fac, les anarchistes, les trotskistes, les communistes, les... Et qu'est-ce qui t'intéresse justement à ce moment-là, quand tu es dans cette observation, cette analyse Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du présent, le mouvement, comment comprendre ces affrontements, ces différentes. Je veux dire, ça me pose question, quoi. Pourquoi on se bat pour empêcher de diffuser un film, quoi. Pourquoi des gens, des fascistes. Donc tout ça, ça me relie aussi au mouvement historique, parce que qu'est-ce que m'enseigne l'histoire? C'est la révolution russe, c'est l'échec du Front populaire, enfin c'est le Front populaire en 1936 en France et après le rétablissement. Mais je me suis intéressé tout de suite aussi à la Révolution française, enfin comment comprendre que ce processus extrêmement inouï qu'est la Révolution française après donne Napoléon, quoi, enfin donne l'Empire, la Restauration, l'Empire, etc. Comment comprendre tout ça, quoi. Donc je me suis tout de suite intéressé à tout ce qui venait bouleverser l'ordre établi, le cours des choses, parce que l'ordre établi que je vivais dans ma famille était insupportable. Je veux dire, voilà. Et donc, heureusement, j'avais une famille tolérante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... J'ai pas eu de projet parental, moi. J'ai pas eu le fait que mes parents... alors bien sûr, j'avais un frère qui réussissait, qui faisait médecine. Bon, son grand-père pharmacien, lui, il faisait médecine. Enfin, voilà. Il réussissait, mais il réussissait en travaillant. J'avais un exemple de travail, etc. Mais il réussissait. Et donc, comment comprendre... Parce que cette année-là, tu as rencontré un professeur qui vous a fait une proposition de formation. Oui, alors, donc en faisant socio, on fait aussi de la psycho. Quand on fait de la socio à Nanterre, on faisait de la psycho, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de l'économie. Déjà, ouais. Il y avait un peu tout ça. Ouais. Et puis, donc, je vais, moi, très tôt... Alors, je reste qu'un an à Nanterre. Donc, peut-être on reviendra sur 68, parce que 68, c'est pas seulement Nanterre 68, c'est aussi après l'occupation de la Sorbonne, et puis vraiment cette explosion du mouvement qui se fait à partir du moment où il y a puisque la Sorbonne est occupée, elle est évacuée, donc il y a des manifestations, il y a la répression, et là ça part. Puis après, le mouvement ouvrier va se greffer là-dessus. Voilà. Donc c'est quand même assister, là je suis conscient que j'assiste à un processus de contestation de l'ordre établi qui va très loin, puisque à cette époque-là, De Gaulle se demandait s'il n'allait pas faire intervenir l'armée, enfin, il va s'assurer de l'armée, etc. Bon, il va réussir à avoir un ministre extrêmement intelligent, Pompidou, qui va négocier, hein, donc des accords, et puis les syndicats vont bénéficier de ces accords, parce que ça va être le début de la formation, des droits syndicaux, enfin, etc. Donc les négociations. Et puis, en ce qui concerne nous, notre génération, on sait bien que rien ne sera comme avant. Parce que mai 68, c'est aussi la diffusion c'est l'irruption dans un perspective de changement qui n'était que centré sur des mouvements révolutionnaires, collectifs, d'instauration du communisme, et là il y a quelque chose qui fait que la créativité a sa place, que l'intelligence a sa place, que l'individu a sa place, qu'un individu peut prendre la parole sans être le chef de ceci là. Voilà, il y a l'irruption, parce que mai 68, c'est dans tous les lieux publics, dans les théâtres. Je me souviens à l'Odéon, on allait à l'Odéon, il y avait sans arrêt des gens qui prenaient la parole. Vraiment. Donc la parole est possible, et la parole peut changer les choses. Et c'est là pour moi qu'il va y avoir ce tournant important.
Et donc du coup, je vais reprendre, l'année suivante, donc il se trouve que je m'installe avec ma compagne à Jussieu, donc du coup je quitte Nanterre. Et là, je rentre à la Sorbonne. Là, c'est une autre vie. Et en étant à la Sorbonne, je suis donc en proximité de l'Institut de Psycho, je m'inscris en parallèle à l'Institut de Psycho. Et là, à l'Institut de Psycho, je vais avoir une proposition de formation en dehors de la fac, qui là va changer ma vie, qui est la formation, la découverte de Rogers. Donc d'une certaine manière, une entrée dans la psychologie, parce que Rogers était psychologue, hein, non pas comme thérapeute, mais dans les concepts et dans une conception de la psychologie qui considère que l'individu est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour lui. Et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est l'écouter avec des méthodes, hein, qui vont être des méthodes de la centration sur le client, de l'écoute active, qu'il faut l'écouter, travailler sur ce qu'il s'exprime, et que c'est lui qui va trouver, je dirais, les voies de son évolution. Pas on pourrait dire de la guérison, mais de son évolution. Donc ça, c'est très important, parce que c'est un renversement dans la psychologie, on change de paradigme. C'est plus le psychologue qui sait, c'est l'individu qui sait, à condition d'être accompagné correctement. Dans le même temps, d'ailleurs, tu découvres tous les concepts, il y a Freud... Alors, dans le même temps, évidemment, je découvre Freud, mais en même temps, Reich. Voilà, c'est à la fois, il y a une continuité de Marx, parce qu'il y a aussi le Marx philosophe. Le Marx qui a écrit sur le changement de société, sur toutes les... voilà. Mais en même temps, donc, il y a le Marx économiste, le Marx philosophe, mais après, il y a Freud, effectivement. Donc, toute cette part que je découvre au début intellectuellement, donc avec les phénomènes de transfert, de contre-transfert, l'importance des rêves, enfin, etc. Bon. Et puis il y a Reich, qui est toute la... Parce qu'à cette époque-là, on commence à entendre parler de tous les mouvements du potentiel humain, on appellera du potentiel humain, expérimentaux qui se développent aux États-Unis, en Californie, voilà. Alors c'est lié aussi au début de la drogue, c'est lié aussi à l'émergence du mouvement hippie, donc une autre manière de vivre, le retour à la nature, voilà. Donc par opposition à la société de consommation, de voitures, de biens, d'autoroutes, de routes. Je veux dire, Paris, à cette époque-là, avec Pompidou, a été complètement déformé en mettant des voies express sur les berges de la Seine, quoi. Il y a quelques décennies, il y a 10 ans, on a réussi à faire fermer la voie express, mais c'était une aberration, quoi. Ça prouve qu'il fallait... Ce qui comptait, c'est la voiture, quoi. Voilà. Et finalement, la sociologie, la psychologie, qu'est-ce qui va déterminer la suite de tes études par la Alors, suite ? ce qui va être déterminant, c'est que non seulement je suis formé à la non-directivité, et donc à l'écoute active, et que je vais en faire une pratique professionnelle qui me permette de financer mes études. Je vais faire des entretiens qualitatifs pour une boîte de publicité, Publicis, qui découvre l'importance des méthodes qualitatives. En étant étudiant. Tout en étant étudiant. Et ça, du coup, je vais pratiquer l'entretien. C'était une révélation pour toi ? C'est une révélation, c'est une formation. Parce que le fait d'être formé en une semaine, c'est une chose, mais après pratiquer... je veux dire, quand on faisait des entretiens, on avait une consigne d'une phrase et il fallait faire parler une personne sur une phrase, voilà, pendant 1h30. Et tout était transcrit. Et si on ramenait un entretien dans lequel apparaissait la moindre de nos idées à nous, on n'était pas payé. Enfin, je veux dire, c'était évidemment le désir de mettre en œuvre, mais il fallait réussir à faire des entretiens. Par exemple, je me souviens d'un entretien qui m'a beaucoup marqué sur le chocolat, où ma seule consigne, c'était « pourriez-vous me parler du chocolat ?» Je n'avais pas le droit de dire autre chose. Bon, évidemment, il y avait eu le contact avant, l'acceptation de l'entretien. Mais les entretiens, ça démarrait toujours par « qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» J'ai rien à dire, je sais pas, puis c'était progressif, quoi. Voilà, il fallait... Non. Donc ça, c'est quand même... Je pense que ça m'a donné confiance sur le fait que si on a une bonne posture, et une bonne méthode, et puis une attention. Je pense que j'aimais les gens. Moi, j'aimais les découvrir, j'aimais découvrir
là où ils vivaient, rentrer chez eux, découvrir ce qu'ils pensaient. Voilà. Bon, si on a une bonne méthode, ça m'a donné confiance dans le fait que si on a une bonne méthode, si on a une bonne intention, une bonne attention, et qu'on peut faire des choses intéressantes. Ça a nourri ta sécurité intérieure par rapport... Oui, je pense que ça a été un élément important, parce que je me souviens, les gens souvent ils disaient « Ah, mais je suis vraiment content, je ne pensais pas que j'avais tout ça à vous dire ». Ils étaient contents de découvrir qu'ils avaient eu une pensée sur une situation, quel que soit le point de départ. Après, il y a une autre formation très importante aussi que je fais grâce à la psycho, c'est la formation à la dynamique de groupe, c'est-à-dire vivre l'expérience de 3 jours dans un groupe, puisque la formation à la dynamique de groupe, c'est l'expérience d'un groupe dans lequel la seule tâche, de vivre dans un groupe dans lequel la seule tâche, c'est d'observer ce qui s'y passe ici et maintenant. C'est un groupe sans tâche, qui est réuni simplement pour vivre des phénomènes de groupe. Donc là, c'est une expérience fondatrice qui permet de sentir toute la puissance des émotions, vivre le silence. Parce qu'au début, dans le groupe, il y en a un qui dit « Ah, on va parler de ci, on va parler de ça ». Puis au bout d'un moment, 3 jours, c'est très long. Hein. Il y avait des pauses, etc. Pas des pauses, il y avait des pauses des repas. On rentrait chez nous le soir, hein. C'était pas... Mais 3 jours comme ça. Et c'est une expérience vraiment très forte où on est traversé par des émotions d'une puissance terrible, de rejet, de haine, d'amour. On traverse toutes les blessures de... Oui, et donc l'expérience est importante parce que ça veut dire qu'on n'a pas craqué quoi, aussi. On a tenu quoi. Et d'ailleurs, pas très longtemps, il me semble, après cette expérience-là, tu as eu 4 jours dans le désert. Oui, alors à cette époque-là aussi, je suis étudiant, mais comme je gagne un peu ma vie et puis j'ai une bourse et je gagne ma vie en faisant des enquêtes, j'ai l'idée, parce que je suis toujours dans l'idée du découvrir, du voyage. Ce que j'ai pas encore dit, c'est que quand j'étais petit, je voulais être gardien de réserve en Afrique. Voilà, ma première idée. La seule idée que j'ai eue de ce que j'avais envie de faire, c'était de m'occuper des éléphants dans les réserves en Afrique. Bon. Donc j'ai très tôt, dès que je peux, un désir d'Afrique. Voilà. Et donc je vais organiser un premier voyage avec quelques amis où on retape un camion, on part pour l'Afrique de l'Ouest, là, parce qu'après j'en ferai un autre dans l'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, et là, je vais vivre une expérience fondatrice aussi, qui est d'être perdu, on se perd 4 jours dans le désert. Enfin, heureusement 4 jours. Mais on ne savait pas que ça n'allait durer que 4 jours. J'ai eu un vent de tempête de sable, et vraiment, là, vraiment perdu de chez perdu. Avec même l'histoire qu'on trouve dans Tintin, où on se fait un repère, et puis un jour après, on se rend compte qu'on a tourné en rond, quoi, en essayant de se repérer. Parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas de boussole, on n'était pas du tout équipés pour traverser le Sahara, quoi. Et pour autant, là, tu as pu faire appel à cette sécurité intérieure. Oui, j'étais le seul du groupe non pas que j'étais fier de ça, hein, mais j'étais le seul, alors que les autres manifestaient beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, etc. J'étais le seul à penser qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'est avancer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la force des épreuves que tu avais traversées dans le passé, ouais, qui t'avait montré qu'il y avait une certaine force, une résilience, qui te permettait d'avoir de plus en plus confiance en toi et être optimiste et accéder à ces clés-là. Ouais. Et donc, après ce voyage, tu retournes donc à la je suis toujours en formation, en fin de formation. Tu t'orientes en quoi en fin de formation alors ? Alors, après, il y aura aussi un autre voyage l'année d'après, parce que j'avance dans les études. Il y aura eu un autre voyage en Afrique de l'Est, avec l'idée de partir des sources du Nil. Et puis là c'est quand même aussi important parce que du coup, je vais aller dans les réserves, etc. Je vais d'ailleurs réaliser que ma vie n'est pas là, quoi. Je ne parle pas anglais en plus, voilà, et puis qu'on ne devient pas gardien de réserve comme ça. Voilà. Même si ça m'a passionné ce que j'aimais dans l'Afrique, c'est la découverte des grands espaces, ce que j'ai retrouvé après dans certaines régions des États-Unis, quoi. Des grands espaces, voilà, qu'on n'a pas en France. En France, on n'a pas de grands espaces infinis, quoi.
Là, il y a des grands espaces où et on est perdu, il n'y a personne. Enfin bon, bref. Et donc, il y a quand même une autre épreuve aussi, c'est que donc on est en Ouganda, il faut qu'on passe au Soudan, il y a la guérilla, donc on arrive à trouver un petit avion qui nous fait passer la frontière. On arrive à Djouba, qui est la capitale du sud du Soudan. Et là, notre idée, on savait qu'il y avait des bateaux qui remontaient, qui descendaient le Nil jusqu'au barrage d'Assouan. Mais c'est la guérilla quand même. Là on réalise qu'on s'est mis quand même dans un truc. Voilà, donc on prend ce bateau il y a quand même une semaine d'épreuves là. Bon, mais voilà. Enfin, c'est quand même des voyages qui sont aussi très formateurs, parce qu'on n'a rien à manger. Les compagnes, nos deux compagnes, parce qu'on était deux couples, se bagarrent sur des histoires de cigarettes. Enfin des histoires. Bon. On est sorti de ta zone de confort. Oui, complètement. Et puis je vois des combats se passer sur des trucs complètement dérisoires. Alors que l'important, c'est survivre, faire attention, trouver quand même des fruits à manger aux escales, des choses comme ça, voilà. Avancer, quoi. Ouais, bon. Et en quoi tu te spécialises alors après à ton retour pour la suite de tes études? Alors, à mon retour, donc là, je suis à la Sorbonne. Il y a un professeur qui s'appelle Georges Ballandier, qui est un ethnologue, anthropologue. Et donc, moi, je vais m'intéresser... il se trouve que familialement, j'avais été en contact avec les paysans qui avaient une ferme à côté de chez mes grands-parents, en Sologne. Et donc, très jeune, je passais ma vie à la ferme. Tout le temps. Mais c'était la ferme du début du XXe siècle, avec les vaches, le cheval pour labourer, l'eau à la fontaine, enfin voilà, il n'y avait pas d'eau, pas de robinet, il y avait l'électricité avec une ampoule, enfin bon. Et donc j'ai conscience que c'est la fin d'une époque, quoi. J'ai conscience que c'est la fin d'une époque et je vais m'intéresser au changement. Parce que le changement qu'on voit, justement, c'est ça qui caractérise, c'est ce qui me passionne dans mai 68, c'est le changement en acte. Ce qui va me passionner dans le fait que je vais m'intéresser à la paysannerie, c'est qu'on voit le changement en acte. C'est-à-dire qu'on voit que le capitalisme est en train de détruire un mode de production et un mode de vie. Alors que le capitalisme, ça y est, il avait déjà détruit... le mode de vie, puisqu'il était déjà partout dans les usines, etc. Donc là, il n'y avait plus rien à voir. Enfin, voilà. En tous les cas, à découvrir. Et donc, je vais m'intéresser à ça. Et je vais m'intéresser, il se trouve que à cette époque-là, un certain nombre de jeunes de ma génération commencent à expérimenter des modes de vie en commun. Donc voilà, je m'intéresse aussi à ça, vivre en communauté, etc. Et j'entends parler donc d'un groupement d'agriculteurs qui cherchent à justement s'organiser autrement pour ne plus être tout seul face au capitalisme, mais regrouper leurs moyens de production, etc. Ce qu'on appelait un GAEC. Et je vais faire une étude sur un GAEC. Et ça va me donner l'idée, puisque je fais ça avec un collègue étudiant, enfin j'ai un ami étudiant avec qui je fais mes études, enfin on est très soudés. D'ailleurs on va habiter en communauté avec d'autres après, voilà. Et on va s'intéresser aux luttes paysannes, on va s'intéresser au Larzac, enfin, ce qui se passe au niveau du Larzac, comme on s'intéressera à la lutte des Lippes. Et donc là je vais rejoindre en même temps que je fais cette étude un groupe qui naît à cette époque-là, dans la perspective de faire des montages diapos, de faire du militantisme par l'image, des montages diapos et films. Et donc on va démarrer un film sur la pénétration du capitalisme dans l'agriculture, donc dans la continuité de ce travail universitaire que je fais sur un GAEC, parce qu'un de mes certificats de maîtrise sera sur ce groupement d'agriculteurs que je vais étudier, avec des interviews. C'est aussi de la sociologie de terrain. D'emblée, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la sociologie du terrain. Ce que on appellera après la sociologie clinique, qui s'intéresse à l'individu. Voilà. Comment se terminent tes études alors l'obtention de ton master? Mes études, en fait, se terminent dans un tuilage avec le fait de commencer à travailler.
C'est-à-dire que je suis encore étudiant. Quand on me propose d'aller enseigner 3 heures à Clermont-Ferrand, la sociologie dans un département de psycho, et là, tout de suite, je me dis, il faut que j'y aille, quoi. C'est-à-dire l'idée de passer, je suis encore étudiant, je n'ai pas fini ma maîtrise, et d'un seul coup, j'ai cette opportunité. Alors, je ne sais pas si je serai pris ou pas, mais j'y vais. J'y vais, je me présente, je vais à Clermont-Ferrand, et ils me prennent comme chargé de cours 3 heures, ce qui me payait le train, parce que j'avais eu 4 heures de train pour aller, 3 heures de cours et 4 heures de train pour revenir. Je faisais l'aller-retour dans la journée. On voit que tu as toujours été soit initiateur à créer des choses ou à saisir des opportunités lorsqu'elles se présentaient à toi. Parce que ce qui me passionne dans l'idée d'enseigner, parce que je me souviens en plus, alors, ce qui a été très formateur, c'est que quand on devient enseignant, on se met à apprendre beaucoup plus vite. Parce que voilà, quand on est étudiant, on apprend, bon, enfin bon, on n'a pas. Là, il faut enseigner. Donc, je voulais enseigner Marx. Bon, après, j'avais tout un programme marxiste, mais en fait, que j'ai un peu, après, j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai enseigné aussi les sociologues contemporains, ou du moins à l'origine de la sociologie. Mais ce qui m'a intéressé, c'était d'avoir des méthodes pédagogiques complètement révolutionnaires, quoi. Enfin, pour les enseignants qui étaient là autour de moi, qui faisaient cours, soit en amphi, soit en travaux dirigés, mais ils faisaient cours. Moi, c'était tout de suite des textes, du débat, j'amenais des films, j'amenais les montages diapos que je faisais, et puis on débattait. Je passais le film que j'avais fait sur les paysans dans la librairie de Clermont-Ferrand, qui était la librairie intellectuelle, etc. Donc je commence à avoir une notoriété sur Clermont-Ferrand. Je suis le Parisien, porteur de mai 68, Nanterre, enfin, etc. Et du coup, je suis repéré pendant mes cours, et là on va me proposer d'être ensuite d'enseigner à l'école d'éducateurs. Donc là il va y avoir un peu boule de neige, fac, école d'éducateurs, école de cadre infirmier. Dans une seconde partie justement, les prémices de ta carrière professionnelle. Pour clôturer cette première partie, en une phrase, si tu y arrives, ou en 2, qu'est-ce que tu dirais de cette analyse de cette première partie de ton schéma sociobiographique? Ce que j'en retiens, c'est effectivement, après avoir... Enfin, je veux dire que j'ai 2 visions. J'ai quand même une vision du début de ma vie très sombre. Très, 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 très difficile, très sombre. Et après effectivement, une ouverture, une découverte d'un autre monde possible, d'une autre manière de vivre possible, découverte justement de la liberté, de la responsabilité, voilà, donc cette ouverture fantastique que j'ai pu avoir grâce à ce type d'études, grâce au fait que j'ai pu d'ailleurs vivre au début de ça. Donc après, il y a toute une positivité qui va se dérouler en même temps que je vis en couple à cette époque-là. Et puis, ce qui permet d'une certaine manière de clore aussi ça, c'est première épreuve amoureuse où ma compagne me quitte. Sans qu'il y ait de conflictualité, simplement qu'elle a d'autres choses à vivre, alors que moi j'étais dans l'idée de l'engagement. J'ai toujours été dans l'éthique de l'engagement. Et donc, boum, ça c'est un peu... voilà. Bon, donc là, ce sera quand même une première crise qui sera importante, mais après que je vais vivre en investissant dans l'action militante et pédagogique. Merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode. Merci à toi.